Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci de me permettre de présenter certains de mes travaux et quelques questions de recherche qui m'intéressent. Donc, je vais ici présenter un certain nombre de mes résultats, mais aussi faire une synthèse un petit peu des éléments que l'on peut trouver dans la littérature internationale autour de la question donc, de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe avec un regard didactique. Donc, je vais organiser cette présentation en plusieurs temps. Et en particulier, je vais m'intéresser à deux phases différentes qui vont me permettre d'éclairer les deux aspects que je propose dans cet exposé, à la fois donner un regard sur quelques éléments théoriques de didactique des mathématiques et aller jusqu'à voir comment cela fonctionne dans les classes et voir faire quelques mesures d'impact. Donc, mon exposé se déroule en deux grandes parties, comme je le disais. Donc, tout d'abord, un petit bilan sur la situation internationale et la situation nationale en France sur ce questionnement autour de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. Et dans un deuxième temps, autour d'exemples, je vais vous présenter quelques éléments de recherche et des résultats, des premiers résultats sur ce que l'on peut espérer de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. Donc je commence directement par la première partie, donc la place de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement. C'est un élément, en fait, c'est une histoire longue, puisque l'histoire des mathématiques dans l'enseignement, en fait, est une modalité qui existe depuis très longtemps. Je vais en représenter quelques exemples et donner quelques dates clés. Au niveau donc de l'utilisation de l'histoire des mathématiques comme moyen d'éclairer l'enseignement des mathématiques et cette discipline, donc c'est une thématique très ancienne. On a deux contextes qui sont très liés. Tout d'abord, pour parler des éléments que je connais, donc en France, nous avons un réseau de recherche sur l'enseignement des mathématiques qui s'appelle les IREM, Institut de recherche sur l'enseignement des mathématiques. Et à l'échelle internationale, on va retrouver la question de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe dans un collectif qui s'appelle HPM, History and Pedagogy of Mathematics. Alors, j'en viens à la situation française, je ne vais pas m'attarder longtemps. Dans tout cet exposé, comme vous pouvez le voir, je mettrai en référence en bas des diapos, vous avez un certain nombre d'articles qui sont les articles qui me servent d'appui pour présenter ces résultats. Donc les IREM s'intéressent à l'enseignement, en France, s'intéressent à l'enseignement des mathématiques de manière générale, et en particulier pour ce qui concerne l'histoire des mathématiques, il y a une commission qui est dédiée, qui s'appelle la commission épistémologie et histoire des mathématiques tout simplement. Cette commission et ses membres ont produit beaucoup de ressources qui sont extrêmement intéressantes, en français bien sûr, et à la fois en quantité et de grande qualité, puisque en fait la particularité de ces instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques et de sa commission épistémologie histoire des mathématiques, c'est d'intégrer en son sein des historiens des mathématiques professionnels, dans le sens où ce sont des chercheurs en histoire des mathématiques. Pour donner quelques exemples récents de production, vous avez ici par exemple l'ouvrage Let History into the Mathematics Classroom, donc qui est assez représentatif de la production des IREM, avec des idées d'activité et surtout une grosse présentation de sources historiques. Nous avons ici un travail beaucoup plus systématique dans le deuxième exemple, qui est en fait un fichier passerelle dans lequel sont présentées aussi des activités, mais avec cette fois-ci un regard beaucoup plus systématique sur le travail des élèves et sur les productions des élèves dans ce contexte. Donc à l'échelle internationale, la situation est assez similaire. Les IREM ont par ailleurs, enfin les membres des IREM ont par ailleurs beaucoup contribué au collectif HPM. Donc par exemple, pour voir comment fonctionne le HPM, on peut lire simplement ce qu'ils se donnent comme description sur leur propre site internet. Donc c'est quoi HPM? Je lis simplement la présentation. Donc en combinant l'histoire des mathématiques avec l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques, HPM est le lien entre le passé et l'avenir des mathématiques. Par conséquent, le groupe vise à mettre l'accent sur la conception des mathématiques comme une science vivante
une science avec une longue histoire, un présent vivant et encore un avenir imprévu. Les membres du groupe sont des chercheurs en enseignement des mathématiques, des mathématiciens, des historiens, des professeurs de mathématiques et des concepteurs de programmes scolaires. Donc on a un panel assez large d'acteurs. Donc là, la définition du groupe HPM, on peut distinguer 3 composantes. La première, c'est le lien important entre le passé via ses sources historiques et le présent de l'enseignement des mathématiques. Donc ça, c'est une thématique très forte qui est présente aussi en France dans les réseaux des IREM. Le deuxième aspect qui est rappelé dans la présentation par Fauvel et Fasinelli, c'est en fait l'accent qui est mis sur des enjeux épistémologiques, c'est-à-dire de mieux comprendre comment fonctionnent les mathématiques et ce que sont les mathématiques via son histoire. Et la troisième et dernière composante, c'est l'ouverture à plusieurs types de spécialistes, c'est-à-dire que se côtoient à la fois des chercheurs, que ce soit des chercheurs en histoire des mathématiques ou sur l'enseignement des mathématiques, mais aussi et surtout des praticiens, c'est-à-dire des enseignants qui, eux, ont affaire aux élèves tout au quotidien. Donc tous ces acteurs se retrouvent dans un certain nombre d'événements réguliers, qui sont des grands colloques internationaux, qui souvent sont tous les 4 ans. Je vous en mets ici quelques exemples, comme les colloques HPM sont des satellites, 10 satellites des colloques dits ICME, de l'International Congress of Mathematics and Education. Vous avez aussi d'autres situations, comme des colloques Hermé, par exemple, qui font apparaître souvent des groupes de travail autour de l'utilisation de l'histoire des mathématiques. Plusieurs synthèses sont réalisées à l'échelle internationale. Je vous ai mis ici les 3 dernières qui sont des ouvrages assez conséquents en fait, qui donnent à voir l'ensemble des productions à un instant T. Le premier étant sans doute le plus important puisqu'il va poser un certain nombre de questions de recherche et d'éléments à creuser si on veut s'intéresser à cette thématique. Donc le premier ouvrage, je le disais, a eu un impact assez important et on y trouve un certain nombre de questions fondatrices que je vais simplement résumer ici, mais que l'on va retrouver ensuite dans la suite de mon exposé, puisqu'en fait ce sont les questions auxquelles je m'intéresse aussi. Donc dans le premier ouvrage, Tsanakis et ses collaborateurs vont faire une grande introduction dans laquelle on va trouver plusieurs éléments de questionnement sur l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. Les 3 en fait, qui sont explicités ici sont d'abord qu'est-ce que étudier l'histoire des mathématiques en classe? C'est déjà étudier la manière dont on aborde ces contenus. Alors est-ce qu'on le fait en donnant des éléments d'histoire, c'est-à-dire que l'apprentissage visé, c'est que les élèves retiennent des choses en histoire des mathématiques. Est-ce que en fait, c'est avant tout une démarche et que du coup l'apprentissage visé, ce sont surtout les mathématiques? Ou est-ce que c'est un élargissement de la vue des conceptions des élèves, et dans ce cas-là, la visée est plutôt culturelle. Donc les tensions entre ces 3 pôles sont existants. On y voit les prémices en fait, d'une distinction que Lundquist écrira plus tard en 2009 en disant est-ce qu'on considère l'histoire comme un but ou l'histoire comme un moyen, history as a goal or history as a tool. Et si ça vous intéresse, il y a une newsletter et en fait un site internet qui contient en fait une bibliographie qui est assez régulièrement mise à jour, dont je vous ai mis le lien ici sur la diapo. Donc à la lumière de quelques décennies de recherche, dans l'un des derniers résumés fait par Clark et collaborateurs, on retrouve la problématique de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe au travers de 4 grandes questions que je vais lire ici, qui sont dans le texte que vous avez en référence. Quelle histoire est adaptée, pertinente pour l'enseignement des mathématiques? C'est une vraie question, c'est-à-dire que voilà, qu'est-ce qu'on propose aux élèves? Quel est le rôle de l'histoire des mathématiques dans l'enseignement des mathématiques? Avec quel objectif? C'est-à-dire pourquoi on fait ça? De quelle manière l'histoire des mathématiques peut servir dans la pratique éducative et en suivant quelle approche? Et enfin, comment tout cela peut-il être évalué? Dans quelle mesure cela contribue à améliorer les apprentissages des élèves? Donc d'une certaine manière, on peut résumer ces questions par finalement, lorsqu'on utilise l'histoire des mathématiques en classe, finalement on y fait quoi, pourquoi, comment, et alors, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mesure l'impact sur les élèves.
Donc ce point en fait m'amène à questionner la place de la didactique dans ce type d'études, c'est-à-dire la didactique qui s'intéresse spécifiquement à l'enseignement d'une discipline donnée, en l'occurrence ici les mathématiques. Donc sur le volet HPM, on voit qu'ils vont insister sur le rôle de la formation initiale et continue des enseignants, sur l'importance des conceptions, de la production et la diffusion du matériel adapté à la classe, et la nécessité de recherche spécifique à ce qui se passe dans la classe, et enfin l'importance d'une compréhension plus approfondie de cadres théoriques qui permettraient d'avancer dans ce domaine. Donc ce qui va m'intéresser plus ici, ça va être le troisième item, donc, qui est l'appel de la communauté internationale sur des recherches empiriques de qualité sur l'impact ou sur l'efficacité, pour le dire plus simplement, l'efficacité des recherches sur l'histoire des mathématiques en classe. Donc cet appel est en quelque sorte un aveu d'échec temporaire, c'est-à-dire que cela fait donc maintenant près de 50 ans que cette thématique existe. Et finalement, on a assez peu de données probantes quant à l'efficacité en classe, ni même sur le bien fondé de cette approche. Donc ce que je vais détailler ensuite, c'est dans ce champ-là que mes travaux s'insèrent. Je vais présenter aussi quelques autres travaux, mais il s'agit avant tout pour moi et au travers de programmes de recherche de voir finalement quelle est l'efficacité de l'approche historique des mathématiques en classe avec des élèves d'âges différents. Je détaillerai après. Donc une dernière remarque avant de passer à la deuxième partie, une dernière remarque sur la production scientifique en dehors du collectif HPM. En fait, la thématique donc, de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe est une réflexion qui est mondiale et qu'on retrouve dans d'autres pays qui ne s'insèrent pas forcément dans le cadre d'HPM. Les approches y sont variées, je vous mets quelques références ici assez récentes, et souvent ce que l'on va retrouver, qui est intéressant aussi, c'est l'utilisation de cadres didactiques locaux, souvent les mieux adaptés d'ailleurs à la situation et au contexte du système éducatif, puisque en fait développés par les acteurs eux-mêmes de ce champ. Voilà, c'était une rapide présentation du contexte international et du contexte national en France, qui est particulièrement favorable à ce genre d'études. Je ne détaille pas ici, mais le contexte français, dans le cadre des programmes scolaires, insiste assez pour qu'il y ait une approche, de temps en temps, une approche à partir de l'histoire. Ce qui justifie d'autant plus de s'intéresser à cette méthode et de voir les faits sur les élèves. Donc je passe maintenant à la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, je vais essayer de donner plusieurs exemples de types d'approches méthodologiques pour questionner certains éléments de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe. Je ne détaillerai pas tout, c'est plutôt un panorama à la fois des méthodes et quelques premiers résultats. À chaque fois, vous aurez les références dans la diapo. Alors, le premier élément sur lequel je vais m'intéresser, ce sont les contenus. C'est-à-dire que dans l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, finalement, on peut se poser la question d'analyser ce qui est proposé aux élèves, c'est-à-dire quel genre de tâches on propose aux élèves. Donc c'est ici mon premier exemple autour de l'analyse des tâches qui sont proposées aux élèves. J'en aurai un deuxième tout à l'heure. Donc la première grille de lecture qui peut être intéressante de souligner, c'est de remarquer, comme c'était le cas d'ailleurs depuis les fondateurs de ce questionnement que j'ai évoqué tout à l'heure dans HPM et les IRM, c'est de remarquer que dans l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, en fait, il y a deux champs. Il y a à la fois le contenu mathématique. Donc ce contenu mathématique, c'est le contenu scolaire, lorsque l'on s'intéresse à l'utilisation en classe, qui vient lui-même bien sûr des contenus scientifiques, mathématiques ou autres. Et en fait, vous avez un deuxième contenu qui est le contenu historique.
Donc, qui vient lui aussi des productions des historiens des sciences. Donc en fait, on retrouve sur le diagramme que je vous ai présenté ici, en fait, on trouve les deux champs qui ont leur propre production de savoir. Les mathématiciens produisent des mathématiques qui vont elles-mêmes ensuite être déclinées pour devenir des contenus scolaires. Les historiens des mathématiques produisent de l'histoire qui va potentiellement peut-être être utilisée comme support à des contenus de formation. Donc on a en fait un système dans lequel on a deux disciplines qui vont interagir en même temps, ce qui crée d'emblée une situation un peu particulière. L'intérêt évidemment c'est de repérer dans ce genre de contexte, de repérer les éléments qui peuvent se connecter. Donc c'est là qu'apparaît tout le travail, toute la production de ressources autour de finalement quelles sont les bonnes sources à proposer aux élèves. Donc c'est ce que j'ai appelé ici le double contenu ciblé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir un contenu à destination de la classe qui soit doublement pertinent, à la fois pertinent parce qu'il permet aux élèves d'apprendre des contenus scolaires conformes au programme scolaire en mathématiques, mais en même temps qu'il soit pertinent parce que l'histoire des mathématiques a quelque chose à dire et qu'il soit accessible pour les élèves à cet endroit. Donc, à partir de cette première... à partir de ce premier constat qu'il y a de champs, on peut se poser la question de faire une analyse un petit peu plus fine des tâches qui sont mises en œuvre par les élèves et donc proposées par les enseignants. Depuis 2015, j'ai développé un petit cadre qui a l'avantage de mettre des mots sur l'ensemble des notions qui sont abordées. Et en fait, à partir d'une analyse d'un corpus de plusieurs activités qui ont été proposées à des élèves, j'ai pu distinguer en fait trois types de tâches, trois grandes familles de tâches qui permettent un peu de structurer les choses et de voir où les différents champs se situent. Donc cette typologie, elle s'appelle SAMA. En fait, SAMA, c'est une contraction des trois types de tâches, les tâches AH, AM et S. Alors, ces trois types de tâches, en fait, elles sont assez aisément compréhensibles. En fait, le A que l'on a ici, c'est un A qui nous permet de faire un pas de côté en disant ce que ça n'est pas, pour mieux peut-être définir ce que c'est. Donc, dans certaines situations scolaires, on va retrouver ces différentes tâches. La plus simple est sans doute la tâche justement de type AH. AH, ça veut dire des tâches ahistoriques. Elles sont ahistoriques dans le sens où, en fait, on va demander aux élèves essentiellement de faire des mathématiques, de faire un calcul, de faire quelques éléments de démonstration, mais qui sont en fait du contenu scolaire habituel que les élèves manipulent et qu'ils savent manipuler. Le deuxième type de tâche va venir en fait du pôle historique, c'est-à-dire que parfois, lorsqu'on introduit l'histoire des mathématiques en classe, on va créer des tâches nouvelles qui vont en fait relever vraiment uniquement du champ historique sans se connecter avec les mathématiques, avec par exemple une recherche biographique sur un auteur. Voilà, on parle d'Al-Khwarizmi, le mathématicien arabe. Bon, qui est-ce? Quand est-ce qu'il a vécu? Ce travail-là, en fait, uniquement de biographie, est un travail de nature historique dans lequel n'apparaît pas forcément directement le contenu des contenus mathématiques qui puissent se connecter avec la classe. Non pas que, évidemment, ce sont des mathématiciens, donc il y avait du contenu mathématique. Et donc ça amène à des tâches que je qualifie de spécifiques. Elles sont spécifiques en ce qu'elles vont justement combiner à la fois la connaissance du contexte historique et à la fois le contenu mathématique scolaire. On peut avoir un exemple assez simple de ce genre de situation que je vais utiliser plusieurs fois, qui sont par exemple les systèmes de numération anciens. Les systèmes de numération anciens, à la fois on va utiliser un système qui est importé, je ne sais pas, prenons les hiéroglyphes égyptiens ou plus tard, comme je vais le montrer, un système de numération chinois. En fait, ce système existe parce que l'histoire nous l'enseigne, et en même temps, ce système est un système de numération qui permet effectivement d'écrire des nombres et éventuellement de mener des calculs, qui là en fait va accrocher sur du contenu scolaire.
Donc en quoi cette tâche, ce type de tâche est spécifique? En fait, elle est spécifique parce qu'elle n'existerait pas si on n'avait pas un apport historique. Voilà. Typiquement, on ne va pas utiliser le système hiéroglyphique pour écriture des nombres si on n'a pas d'approche historique. Sinon, on parlerait en fait dans le vide. Donc, ces trois types de tâches constituent en fait un premier niveau de lecture qu'il est assez facile d'appliquer sur des supports ou à l'intérieur de manuels. Enfin, tout ce que l'on peut trouver en fait déjà produit comme support à destination de la classe. Souvent, on identifie assez facilement ces trois niveaux qui permettent de spécifier un peu dans quel champ on fait travailler les élèves. Donc, ce mouvement en fait, d'analyse des tâches que j'ai initié ici et que je poursuis, en fait, c'est un mouvement qui est assez ancien, puisqu'en fait, ça relève d'une analyse de la complexité des tâches, la complexité cognitive des tâches. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on hiérarchie différentes tâches, du plus simple au plus complexe. On va retrouver ça dans des contextes assez divers, en particulier dans le cadre d'évaluation internationale par exemple. Donc, pour résumer ici, l'intérêt de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, ça va être de créer des tâches qui soient pleinement pertinentes pour les apprentissages. Et le but, c'est de savoir effectivement comment, une fois qu'on a produit ces tâches, comment est-ce qu'on insère ça dans une pratique de classe plus ordinaire. Donc là où le travail de recherche commence, c'est qu'il s'agit de dépasser le point de vue de l'enseignant ou du concepteur d'une activité pour voir si effectivement ce qui est proposé est efficace au-delà du simple contexte de la classe et de la manière dont le concepteur l'a pensé. Donc, ceci m'amène à l'idée de travailler donc, sur l'évaluation de la pertinence des contenus. Donc, il y a plusieurs manières de faire, plusieurs manières d'évaluer les élèves et ce qu'ils pensent. Donc, un des travaux que j'ai initié, qui s'inscrit dans une assez longue tradition de recherche sur la manière dont les élèves perçoivent les mathématiques. Donc c'est l'étude des conceptions des élèves. Donc ceci est donc mon deuxième exemple. Donc l'étude des conceptions des élèves est intéressante parce qu'elle peut se faire de manière assez aisée à partir de questionnaires qui permettent de voir comment et de mesurer où en sont les élèves au niveau de la manière dont ils comprennent les mathématiques. Plusieurs exemples ont été donnés dans la littérature depuis les années 2000 et en fait tous ces exemples vont mettre en avant l'idée que l'approche historique est un enrichissement culturel, permet un recul épistémologique des élèves, mais ce qu'il manque un petit peu encore dans ces études, c'est finalement comment est-ce qu'on met en place des éléments pour faire évoluer ces conceptions au-delà du constat. Soit dit en passant, les études montrent encore assez peu d'effets, même si on a quelques premières synthèses. Donc, comme l'histoire générale, au niveau des conceptions, l'histoire au sens l'histoire d'un pays, l'histoire d'une nation, l'histoire des mathématiques peut faire l'objet d'un certain nombre d'incompréhensions, d'anachronismes et de biais. J'en cite quelques exemples, comme par exemple, une des conceptions erronées qu'on retrouve très souvent chez les élèves, c'est que finalement, les mathématiques, c'est le fait de savants géniaux qui travaillent, qui sont solitaires et qui ont d'un seul coup, on ne sait pourquoi, une idée géniale et ça va créer un nouveau théorème ou un nouveau résultat. Donc c'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Je passe sur la notion de contexte, mais aussi sur la notion de communauté de recherche. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes et que l'histoire des mathématiques éclaire énormément.
D'autres biais sont aussi parfois, et qu'on retrouve parfois d'ailleurs aussi chez les enseignants, qui sont ce qu'on appelle parfois la condescendance envers les mathématiques anciennes, en disant « oh là là, mais bon sang, ils n'avaient pas vu », ou ces anciens mathématiciens n'avaient pas vu qu'il suffisait d'eux, ou etc. En plaquant en fait des concepts modernes qui ont mis parfois plus de 2000 ans à apparaître sur des contenus mathématiques. Donc évidemment, il y a un biais d'anachronisme très fort qui permet parfois de mieux comprendre, mais qui en général est plutôt un effet négatif. Donc, ce qui va être intéressant ici, lorsqu'on veut analyser les conceptions, cette fois-ci au niveau des élèves, c'est d'aller chercher peut-être une manière d'aller les interroger. Donc là, je vais vous présenter un tout petit, succinctement, là aussi vous avez un article qui devrait paraître bientôt, sur le sujet, c'est comment mettre en place un questionnaire pour analyser les conceptions des élèves. Donc cette étude que je vais vous présenter rapidement, en fait, elle a porté sur presque plus de 800 élèves, et elle s'est articulée entre le Ghana, donc en Afrique où j'avais un collègue avec qui je travaille, la France, et aussi aux États-Unis dans une école du centre de New York, une école pour public très privilégié. Donc l'idée, c'était de voir comment construire un questionnaire avec des élèves très jeunes, donc en fait avec des élèves qui ont grosso modo entre 10-11 ans. Voilà, comment questionner, comment savoir un peu où ils en sont, sachant que ces élèves n'ont pas eu de cours d'histoire des mathématiques, on est dans un contexte dit de classe ordinaire. Donc, comment concevoir un questionnaire à destination des élèves? C'est là que je fais quelques éléments un petit peu de méthodologie qui, j'espère, pourra vous être utile aussi. Les choix que nous avons faits, nous, en fait, reposent sur la recherche d'indicateurs précis pour pouvoir mesurer les croyances des élèves et leur conception. Des questionnaires, en fait, des questionnaires de ce type rejoignent les questionnaires qui sont souvent utilisés dans les études de psychologie. C'est intéressant puisqu'en fait, les études de psychologie, les chercheurs en psychologie ont déjà beaucoup étudié le questionnaire en tant qu'objet de recherche, et donc ont permis de repérer énormément de biais qu'il faut à tout prix éviter lorsqu'on crée une mesure par questionnaire. Je vous en donne quelques exemples ici. Vous avez aussi les références de recension, de listes d'effets. Il y en a parfois plusieurs dizaines. Vous avez des biais qui sont liés à la formulation des questions. Vous avez par exemple des questions, si vous formulez une question avec une double négation, ça devient beaucoup plus compliqué à gérer. Vous avez des biais relatifs à la structure du questionnaire, c'est-à-dire est-ce qu'on pose plutôt toutes les questions sur un même thème ensemble, ou est-ce qu'on va mélanger, panacher les questions? Il faut faire des choix assez forts ici. Des biais relatifs à la passation du questionnaire, ça je vais y revenir après puisque je vais avoir un exemple, c'est-à-dire que est-ce qu'un élève, donc un enfant assez jeune, va répondre de la même manière si c'est son enseignant qui lui pose le questionnaire ou si le questionnaire est donné dans un autre contexte? Et donc tout ceci rejoint tout un ensemble de biais psychologiques qu'il faut contrôler si on veut avoir une mesure un tant soit peu correcte. Donc, dans l'exemple qui va suivre, nous avons essayé de limiter au maximum ces types de biais, et je vais vous donner quelques exemples de questions qui ont été proposées. Donc, le questionnaire est assez court puisqu'il s'intéresse à des enfants très jeunes, et il a pour but d'aller mettre l'accent, essayer de repérer les élèves qui auraient justement des conceptions que j'ai présenté comme tout à l'heure, comme erronées de ce que sont les mathématiques et de ce qu'est leur histoire. Donc, vous avez ici, j'ai mis quelques couleurs pour qu'on s'y retrouve plus facilement, mais vous avez des questions, un premier groupe de questions, enfin deux questions, qui concernent les mathématiques comme étant un héritage du passé. Donc, on demande par exemple aux élèves, je pense que les mathématiques ont été inventées il y a très longtemps, donc avec une échelle de pas d'accord à tout à fait d'accord, et on essaye de voir si les élèves ont une vision, donc une bonne perception de l'ancrage des mathématiques dans le passé. Ce n'est pas toujours le cas. Certains élèves très jeunes ne voient les mathématiques plutôt comme une
création assez contemporaine et ne vont pas aller y trouver une source lointaine. Une autre vision, ici en bleu, je vais aller assez vite, mais sur ce qu'on appelle une vision épistémologique fixiste des mathématiques. Un exemple type, c'est la question 2 que vous avez ici. Je pense que tout a déjà été découvert en mathématiques. Beaucoup d'élèves peuvent répondre ça, en particulier les élèves qui sont des milieux les plus défavorisés et souvent le plus en échec aussi avec les mathématiques. Alors que c'est cette vision que voilà, les mathématiques c'est un bloc, ça bouge pas, ça a toujours été comme ça. Les autres conceptions erronées, je ne détaille pas, mais vous avez le génie solitaire que j'ai évoqué tout à l'heure, la mauvaise compréhension du fait que les mathématiques seraient un travail collectif. Par exemple, on peut demander aux élèves, c'est la question 10, je pense que les savants anciens travaillaient avec d'autres savants pour faire des mathématiques. Oui, non, voilà, ça permet aux élèves de se positionner. Et enfin, les dimensions culturelles, à travers la question 5, je pense que dans le passé, les mathématiques étaient différentes selon les pays et les cultures. Donc tout ceci crée un panel de questions sur lesquelles les élèves se positionnent. Comme vous pouvez le voir, sans qu'il n'y ait aucune évocation d'un contenu précis, c'est-à-dire qu'on ne demande pas est-ce que vous connaissez Euclide, on ne demande pas est-ce que vous connaissez telle ou telle période, ça permet vraiment d'avoir un panel large de réponses sur ce qui se passe. Donc je vous donne un rapide aperçu des résultats au travers donc, des trois contextes, donc le Ghana, la France et les États-Unis dans cette école un peu particulière du centre de New York. Donc, je ne vais pas détailler les contenus, mais ce qui est intéressant de voir, c'est de la répartition des réponses qui est incontestablement différente selon les contextes. C'est-à-dire que si je prends la question 2, par exemple, vous avez, la question 2, c'était, je reviens, pardon, en arrière. Je pense que tout a été découvert en mathématiques, donc ce qui est une vision erronée. Donc sur cette question 2, par exemple, on va voir que la répartition est assez partagée au Ghana, qui est un contexte assez compliqué au niveau du système éducatif. Pour la France, globalement, les élèves sont plutôt pas d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que les mathématiques que les mathématiques sont une science vivante, et évidemment dans un contexte beaucoup plus privilégié qui est l'école française au centre de New York, en fait tous les élèves quasiment ont une conception correcte du fait que les mathématiques sont une science vivante. Donc quel est l'intérêt de travailler ça? L'intérêt c'est de repérer qu'il y a quelque chose à étudier à travers ce questionnaire. Alors je reviens un petit peu sur les biais. Là aussi, pour des questions simplement de méthode, je ne vais pas m'étendre, mais typiquement, lorsqu'on questionne des élèves très jeunes, il faut faire très attention à ce que les réponses ne soient pas, ne présentent pas de dérive d'un côté ou de l'autre. Un biais qui est très classique, c'est le biais de ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire que très souvent, les élèves, surtout très jeunes, vont chercher à faire plaisir à l'enseignant. Donc ils vont chercher en particulier à mettre positif partout, en disant oui, parce que... Voilà. Donc on va retrouver ça lorsqu'on fait une petite étude en regardant simplement, vous l'avez sur le tableau ici, en regardant le nombre de réponses positives et négatives pour chaque élève. Si sur 10 questions, l'élève prend une première ligne tout en haut à droite, si pour 10 questions, l'élève a répondu 10 fois de manière positive, c'est qu'il y a sans doute un biais, en particulier parce que certaines questions sont pensées pour être inversées l'une de l'autre et posées de manière négative, donc ça ne fonctionne pas. Donc un simple pointage ici permet de repérer ce qu'on appellera le centre de la distribution, où on va s'arranger pour garder les réponses qui sont cohérentes avec la construction du questionnaire et dans lesquelles on n'a pas trop de biais des élèves. Certains élèves vont aussi répondre de manière 100% négative parce que souvent ce sont les élèves qui sont en échec scolaire et ils détestent les mathématiques, ils détestent leur professeur de maths et donc ils vont mettre non partout. Voilà. Donc ce sont des choses qu'il faut un peu trier si on veut obtenir des résultats. Une fois que ceci est fait, on peut classer
grâce aux statistiques, donc un classement par clustering. On peut classer ces réponses, donc je rappelle donc les 800 et quelques, bon, à quelques, après en enlevant les réponses extrêmes, et donc on obtient ce genre de résultats, où on voit effectivement apparaître 3 groupes que je vais à peine détailler ici, je vais m'intéresser peut-être à un seul. On voit 3 groupes différents d'élèves, avec des profils très différents selon leur propre conception des mathématiques. Si je ne prends qu'un seul exemple, vous avez le groupe ici colorié en rouge, où en fait c'est le groupe d'élèves qui ont des conceptions qui sont complètement décalées par rapport à ce que serait une conception correcte des mathématiques. C'est-à-dire qui perçoivent les mathématiques comme uniquement statiques, pas du tout ancrées dans le passé, très peu pas liées à la culture et l'œuvre de savants géniaux, uniques, qui ne travaillent jamais avec d'autres collègues chercheurs en mathématiques. Donc en fait, on a des résultats de ce type qui permettent de mieux cibler les connaissances et plutôt les postures des élèves et éventuellement travailler dessus. Donc c'était le premier exemple. Je reviens maintenant sur des analyses de tâches du même ordre que les précédentes, mais qui vont aller un petit peu plus loin. Donc vous avez ici un exemple d'analyse de tâches où le but de la recherche est de voir, d'expliciter les objets d'apprentissage précis sur lesquels les élèves travaillent lorsque l'on propose une activité de ce type. Donc vous avez aussi les références. L'activité en question, c'est ce que j'évoquais tout au début, c'est une activité assez classique où on va faire travailler les élèves sur un système de numération qu'ils ne connaissent pas, un système de numération ancienne. En l'occurrence, ici, c'est un système de numération chinois ancien qui a le mérite d'avoir un système d'écriture des chiffres qui diffère selon le rang, c'est-à-dire que les unités ne s'écrivent pas de la même manière que les dizaines, et cette alternance en fait se retrouve ensuite. Les unités en fait s'écrivent comme les centaines, les dizaines s'écrivent en fait comme les milliers. Donc l'idée c'est de faire travailler les élèves sur les différents rangs et leur compréhension des rangs de numération. On est toujours avec des élèves d'environ 11 ans, 11-12 ans. Alors, vous avez l'exemple de la fiche ici, je ne détaille pas, hein, les tâches, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des tâches qui n'existent que si on met les élèves face à cette source historique, en faisant autant que faire se peut, en utilisant des sources originales, donc des sources réelles, comme ici un extrait de manuscrit. Donc, qu'est-ce que l'on fait là-dessus, sur le plan méthodologique? C'est qu'en fait, on récupère toutes les productions des élèves que l'on va coder en réussite ou en échec. Et là, on peut utiliser donc une modélisation qui va nous permettre de hiérarchiser les niveaux de difficulté des élèves. Donc c'est ce que vous avez sur le diagramme ici. Sur le diagramme ici, en fait, sont à gauche les différents items qui correspondent aux différentes tâches. Je reviens un petit peu en arrière. En fait, si vous avez la tâche M1 ou H1, c'est en fait un item de mathématiques ou de travail historique sur les fiches d'activité. Donc c'est vraiment une micro-question à laquelle l'élève a répondu. Et on peut hiérarchiser, donc ça va du plus bas. En plus bas, ce sont les items les plus faciles, et tout en haut, les items les plus difficiles. Donc en fait, et on a sur le côté gauche, vous avez la répartition du nombre d'élèves qui ont atteint ce niveau. C'est exactement le même processus que l'on utilise dans le cadre des évaluations internationales, type PISA, etc. Donc, ce qui va être intéressant ici, c'est d'avoir une mesure en fait, du niveau de difficulté qui dépasse un petit peu le simple ressenti d'un enseignant dans sa classe. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. L'intérêt de ce type de hiérarchisation, c'est de voir si la hiérarchisation des niveaux de difficulté que l'on mesure correspond effectivement à une hiérarchisation sur le plan didactique. Il s'avère que ici c'est le cas, c'est-à-dire qu'en fait vous avez, alors je suis désolé, le tableau est inversé parce que vous avez cette fois-ci les items les plus faciles en haut, mais en fait qu'est-ce qui est facile lorsqu'on travaille on change d'un système à l'autre
un système de numération à l'autre. Ce qui est facile, c'est lorsqu'il y a en gros un nombre et son symbole, et il n'y a pas de problème de changement, de nouveaux groupements à faire. Voilà. Donc ici, par exemple, le système qui est proposé est un système décimal, mais comment ce changement de rang, tant qu'on n'a pas trop à le faire, ça se passe bien. Et évidemment, plus on monte dans le niveau de difficulté, plus en fait, les élèves ont besoin de jongler sur ce qui est une dizaine redevient 10 unités, ou réciproquement, 10 unités redevient une dizaine, et qui va changer les niveaux d'écriture. Donc c'est ce que vous avez c'est ce que vous avez ici, avec un petit codage des différents items et de quels sont les enjeux didactiques qu'il y a derrière. Donc je passe vite, mais ce qu'on retrouve ici, c'est qu'avec une analyse quantitative précise, avec des items que l'on a bien relevés sur un ensemble d'élèves assez important, on peut retrouver en fait des éléments d'analyse didactique qui sont assez précis sur où se situe la difficulté et comment tout ceci s'articule avec du contenu de nature historique, ici en l'occurrence l'utilisation d'un système ancien. Je vais terminer avec un dernier exemple. Désolé pour l'aspect un petit peu patchwork de cette présentation, mais vous avez toutes les références et vous pourrez éventuellement y retourner. C'est que sur cette même étude, se posait la question de savoir effectivement si les élèves réussissent mieux ou pas lorsqu'on leur propose un support historique. Donc l'idée c'est de sélectionner, c'est ce que sur le diagramme que vous avez sur le côté ici, c'est de sélectionner un certain nombre d'items mathématiques, c'est-à-dire d'activités scolaires tout à fait ordinaires. Ici, il y en avait 6 dans l'expérimentation. De prendre en face des items de nature, des tâches donc de nature spécifique, donc des choses qui sont liées au système vraiment historique introduit, et de voir si les élèves réussissent mieux, moins bien sur ces différentes tâches, en ayant pris soin de justement ajuster la difficulté, c'est-à-dire que chaque item de nature mathématique est bien du même niveau de difficulté que les items de nature historique. Donc ce travail, une fois le travail d'ajustement fait, on peut essayer de voir si les élèves en fait réussissent mieux sur ce type de support. Alors c'est ce que l'on observe. On observe en fait une légère amélioration des compétences, d'une mesure des compétences des élèves. Je ne vais pas forcément beaucoup détailler cet aspect ici, parce que je vois que le temps passe. Donc en fait, ce qui va être important ici, c'est aussi de contrôler ce résultat. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'on mesure une légère amélioration des résultats qu'il ne faut pas faire un petit peu attention à d'autres biais qui sont cette fois-ci de nature statistique, sur lesquels je ne vais pas trop m'étendre. Mais l'un des biais que l'on va retrouver ici, c'est ce qu'on appelle les biais parfois de régression vers la moyenne. C'est-à-dire que ici, si on s'intéresse aux élèves par exemple en difficulté, assez naturellement, si on multiplie les mesures, les élèves en difficulté vont avoir tendance à se rapprocher un petit peu de la moyenne globale de la classe. Voilà. Donc, je vais passer sans doute un petit peu je vais pas trop détailler cette chose-là, mais pour finir sur cette expérimentation, un élément important que l'on a observé dans l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, c'est qu'en fait, lorsqu'on fait faire par exemple aux élèves un premier test de mathématiques simple, ensuite on leur fait faire l'activité où il y a du contenu historique, etc. Et ensuite on refait des activités de mathématiques tout à fait ordinaire. En fait, on voit que les élèves se comportent différemment sur les activités à support historique. Ça se mesure aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir en particulier les élèves ne vont pas obtenir du tout les mêmes résultats sur le contenu de nature historique qu'ils ne pouvaient le faire sur les contenus ordinaires.
Il y a plusieurs hypothèses là-dessus, en particulier l'idée que cette situation est suffisamment nouvelle pour permettre aux élèves de s'impliquer davantage et de mieux s'engager dans quelque chose sur lequel ils n'ont pas encore d'a priori, en particulier lié à leur propre échec, vis-à-vis d'autres tâches qui sont plus de nature scolaire ordinaire. Donc c'est plutôt un effet positif qui reste encore à analyser. Là, les travaux sont en cours, mais c'était aussi pour vous donner aussi des éléments sur ce qu'on peut chercher. Ceci m'amène à ma conclusion. Donc je suis allé un peu vite sur les différents contenus, mais j'espère vous avoir montré plusieurs exemples de types de recherche à différents niveaux, au niveau des tâches, au niveau des élèves, au niveau des conceptions, au niveau de la mise en œuvre, au niveau des mesures d'impact qui peuvent exister dans ce champ qui est pourtant assez réduit, qui est de l'utilisation de l'histoire des mathématiques en classe, mais sur lequel en fait tout est encore à faire. Comme ça avait été rappelé au début, il y a des besoins énormes d'études empiriques, sérieuses, c'est-à-dire qui soient bien contrôlées et dans lesquelles on puisse vraiment aller chercher ce qui se passe lorsqu'on utilise l'histoire des mathématiques en classe. Donc j'espère que ceci nous amènera à de plus grandes collaborations. Merci beaucoup pour votre attention et si jamais, n'hésitez pas à me contacter pour toute question.